Bonjour et bienvenue dans le petit observatoire des micro-marques de Chronoflexion. Aujourd'hui, épisode très spécial car nous allons procéder à la première entrevue de la chaîne avec un créateur de montres. Et pour célébrer ça, je vais m'ouvrir après la réalisation de cet épisode de cette petite bouteille de champagne. Alors si je vous la montre, évidemment, c'est pas anodin. Parce que le créateur de la ligne de montres que nous allons recevoir est également le designer de cette bouteille de champagne. Et il s'agit ni plus ni moins de Federico Restrepo. Vous l'avez sans doute déjà reconnu. De toute manière, c'était dans le titre. Vous l'avez sans doute déjà vu sur la chaîne de Franck Sensé. Vous avez peut-être déjà vu un certain nombre de ses créations sur les chaînes de Man vs Watch, de Montrez-moi, de 10ATM. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. J'aime bien citer mes confrères et c'est beaucoup plus pratique pour vous y retrouver. Voilà, ça c'est fait. Alors pourquoi je me suis intéressé aux montres Restrepo? Je tenais absolument à creuser l'affaire de ce design exceptionnel, car au début j'étais pas tout à fait séduit, mais je me suis dit, là il y a quand même quelque chose de très intéressant qui est en train de se produire, et grand bien m'en a pris. Federico Restrepo a eu l'amabilité d'ailleurs de m'envoyer l'une de ses montres, que j'ai choisie moi-même. Il s'agit de la El Caballero Sin Almas 5.2 que je porte depuis quelques jours déjà, et je dois dire que maintenant je suis totalement convaincu. Je suis tombé totalement amoureux de cette montre à force de la porter, de l'analyser, de la regarder, et donc je vais vous offrir dans la première partie de cette vidéo une analyse de cette montre, de ce modèle-ci en particulier, et ensuite nous passerons à l'entrevue avec Federico Restrepo. Si vous voulez y passer directement, j'ai fait un chapitrage dans le descriptif de cette vidéo. Tout ça, c'est tout de suite après le jingle. Je commence par les caractéristiques techniques essentielles, je vais passer assez rapidement dessus pour pouvoir me concentrer sur le design. Cette montre, elle fait, j'y vais à la louche, 38 mm de diamètre, mais en fait de hauteur ici. Elle fait 49 mm de large, mais vous voyez que du coup, elle s'intègre sur tous les poignets. Et elle vient pas buter contre la main ici, elle n'est pas trop large non plus. En réglant bien le bracelet, elle reste juste. D'épaisseur, elle fait 14 mm. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé de l'épaisseur de ces montres en disant « oui, c'est trop épais, etc. » Je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que la plupart des montres habillées sont dans des épaisseurs, dans des normes d'épaisseur de 11 mm, 12 mm. C'est pas obligatoire. Et je peux vous montrer un certain nombre de montres que j'ai ici, en commençant avec cette Ocean Crawler qui fait 15 mm d'épaisseur. Alors certes, c'est une montre sportive. On en a une qui bat tous les records ici, qui fait 25 mm d'épaisseur. Il s'agit de la Spinnaker Picard. Mais il y a aussi l'Omega Speedmaster Heritage 57, ancienne génération, qui fait 16 mm d'épaisseur. Et moi, ça me gêne pas du tout, les gars. Et en plus, là, cette épaisseur fait partie intégrante du design de cette montre. On va y revenir tout à l'heure. D'abord, je vous parle du mécanisme. Il s'agit d'un Valjoux 7750, donc mécanisme suisse, un petit peu bruyant, mais ça c'est connu, c'est le Valjoux qui est comme ça. D'ailleurs, je précise au passage que ce Valjoux fait quasiment 8 mm d'épaisseur. Quand on l'emboîte, forcément, on ne peut pas obtenir une montre très fine. Par exemple, les Steinhardt Marine Officer font 16 mm d'épaisseur et elles emboîtent un Valjoux comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de montres chronographes qui emboîtent un Valjoux qui fasse beaucoup moins en termes d'épaisseur. Donc, juste pour que vous le sachiez. C'est le mouvement fabriqué par ETA pour les chronographes, l'un des plus connus. Et il s'agit donc d'un chronographe. Le revêtement de la carrure est en PVD bleu. On dirait un bleu anodisé. C'est fabuleux. On y reviendra dans l'esthétique de la montre. Et le cadran est en fond émaillé. Et ça aussi, c'est une caractéristique très particulière de cette montre. Le verre est en saphir, traité anti-reflet sur les deux faces. Elle est étanche à 5 ATM. Les aiguilles sont traitées en Super Luminova et d'ailleurs il y a des petits points lumineux sur toute la partie droite qui sont également traités en Super Luminova. Montre garantie 2 ans et son prix de vente est aujourd'hui à 3 670 €. Ah, et j'oubliais, le bracelet est en caoutchouc et non pas en silicone. Il s'agit d'un caoutchouc qui est utilisé pour des pneus de voiture et c'est exactement le même genre de caoutchouc que des marques comme Ulysse Nardin ou Blancpain vont utiliser pour leur bracelet. C'est un bracelet qui est moulé, donc il y a un moule spécifique qui a été conçu pour le réaliser. Alors pour son minéral, ce sera la labradorite pour ses reflets bleus et ce mélange de bleu et de noir et notamment justement ce boîtier comme ça avec ses reflets un peu anodisés. Je trouve que ça se retrouve dans la labradorite. Et son super-héros, ce sera vif argent pour ses couleurs bleues et blanches de son costume et le fait que ce soit un chronographe vif argent
est un personnage de l'univers Marvel qui est un petit peu le pendant de Flash dans l'univers DC Comics. C'est un speeder, il va très très vite, il court très très vite à très grande vitesse. Bon allez, on va passer vraiment à l'analyse du design en profondeur de cette montre parce que c'est ça qui est intéressant en fait avec cette montre. Son intérêt principal c'est le design. Donc déjà on a affaire à un chronographe en tête de taureau, on appelle ça en tête de taureau parce que les boutons poussoirs ressemblent à des petites cornes. On aurait pu dire tête de vache, mais c'est moins classe. Alors déjà, on voit une association de couleurs dans ce cadran qui marche très bien. Du blanc, du bleu, de l'argenté et du bleu anodisé. Le logo de Restrepo qui est appliqué, qui est tout en rondeur, qui est traité dans une sorte de rouge ou orange. L'aiguille du chronographe, évidemment, est rouge, un grand classique. Et on remarque ces petits points tout autour du cadran, de la partie droite du cadran. Ils sont au nombre de 6 sur la partie supérieure et au nombre de 4 seulement sur la partie inférieure. Il y a une sorte de dissymétrie qui est évidemment faite à dessein. On a également sur le réo toute une partie grisée de midi à 3h. Et tout le reste de 3h à midi, on a ensuite une partie qui est plus blanche. Elle est graduée. Alors j'attire votre attention également sur le sillonnage des sous-cadrans et sur ces petites aiguilles oranges qui vont nous indiquer les secondes et le temps qui s'écoule avec le chronographe. Et moi, ma partie préférée, et j'ai eu beaucoup de plaisir à le mettre en lumière sur les photos que je vous montre ici, c'est ce fond de cadran qui est en émail et sur lequel il y a une sorte de soleil qui rayonne, de soleil noir. C'est comme une forme de soleil noir. Alors toutes ces couleurs, moi, ça me fait penser, ça me plonge tout de suite dans quelque chose qui est entre l'art déco et vous savez ces piscines bleues et blanches dont j'ai déjà parlé quand j'analysais la Zodiac Baby Blue. Donc il y a quelque chose de très maritime dedans. Cette gaieté du bleu et du blanc qui contraste avec ce fond noir émaillé. Oh putain mais il est beau, c'est beau, c'est beau. Plus je la regarde et plus je la trouve belle en fait. C'est vraiment, j'adore jouer avec la lumière sur ce fond émaillé et ce rayonnement qu'on voit ici et qui d'ailleurs vient percuter les petits points luminescents. Donc moi, ce que je trouve chouette, c'est que cette association de couleurs avec ce orange, ce bleu et ce blanc, bon, toutes ces couleurs se marient très bien ensemble, elles contrastent avec ce fond noir. Et donc on a comme une sorte de gaieté qui va venir contraster avec une certaine gravité qui se fond de cadran. Peut-être qu'on pourrait y voir les profondeurs de l'océan. Et je pense que c'est vraiment l'univers de Federico Restrepo. D'ailleurs, à propos d'univers, ici, moi je trouve qu'on est vraiment plongé dans son univers. Si vous regardez l'objet dans son intégralité, on est dans un univers beaucoup plus ouvert que l'univers traditionnel horloger en fait. Il explose les codes tout en les respectant en fait. Parce que la montre, ça reste lisible, on a des aiguilles, on a une lecture traditionnelle de l'heure. Les formes ovoïdes n'est pas une innovation majeure en tant que telle, mais c'est l'ensemble de cette montre, de cette esthétique avec ce boîtier comme ça un petit peu rondouillé qui fait penser à ces postes de télévision des années 70 ou 80, qui fait penser à ces téléphones en bakélite également. Tout ça, ça nous renvoie à l'univers de Federico qui a un univers très large puisque c'est un touche-à-tout en fait. C'est un designer, c'est également un photographe, c'est un écrivain, c'est un philosophe. Il s'est également investi dans des œuvres caritatives. C'est vraiment un touche-à-tout et ça se voit là-dedans. On est dans un univers, il explose l'univers de l'horlogerie pour nous présenter le sien en fait. En fait, si je peux me permettre, j'ai envie de dire que Federico, c'est un petit peu un intrus qui amène son expérience de designer dans le secteur de l'horlogerie. Et mon ami Claire me faisait remarquer que son cadran est plus large que la plupart des montres parce que son univers à lui est plus large que l'univers des créateurs traditionnels horlogers. Il y a vraiment, enfin moi, cette montre, elle m'évoque beaucoup de choses, à la fois l'univers maritime, à la fois les cirques qu'on retrouve dans les films de Jodorowsky, qu'on retrouve en Amérique latine, en fait. Il y a ce côté aussi un petit peu distingué, ce côté classe, ce côté parisien, du coup. C'est vraiment son univers à lui, puisque, voilà, vous le savez, il est colombien, il est français, il a vécu en Chine, et on va retrouver tous ces éléments-là dans ses créations. Pour moi, c'est frappant. Alors, c'est pas pour autant qu'on va aimer un design que le créateur nous fait partager son univers, mais en l'occurrence, il s'agit d'un designer de renom. Il a quand même fait un sacré paquet de designs qui sont super connus. Il a fait le design de la ligne de fragrance de Ferrari. Ah non, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est incroyable. Il a un CV plus long que le bras. Donc, on n'a pas affaire à n'importe qui ici quand même, il faut s'en rendre compte quoi. Il a une expérience de malade en termes de design. Il s'intéresse quand même à l'horlogerie depuis l'âge de 6-7 ans, nous dit-il, et c'est un amoureux des belles choses,
Et là, il nous offre un objet qui est quelque part, qui est un objet d'art, quoi, en fait. Et moi, ce type de montre, pour moi, c'est pas appartenir à un club, au club Restrepo, ce genre de choses que j'ai déjà entendu sur d'autres chaînes. Pour moi, c'est assumer son indépendance, c'est assumer, quand on prend une montre comme ça, c'est assumer sa personnalité, c'est assumer son goût, voilà. Si on n'aime pas, il n'y a pas de souci, ça je le comprends parfaitement. Voilà, quand on porte une montre comme ça, et la montre elle se voit, hein, je pense qu'elle engage une conversation cette montre-là, il y en a qui aiment ça. Hein. C'est une montre affirmative, c'est une montre pour dire « merde, j'existe ». Rapide aperçu de ces différentes créations, on commence avec cette Chevalier sans armes qui existe en différentes teintes de boîtier et de cadran. Et moi j'aime beaucoup d'ailleurs la teinte chromée ici, la teinte dorée, pourquoi pas. En fait j'aime pas beaucoup les montres dorées, mais je trouve que là ça passe bien. On a Asta la Victoria, et je l'adore, j'adore cette série-là aussi. Moi, si je devais m'en prendre une, personnellement, je crois que je prendrais celle qui a été présentée par Joao, celle-ci. La Asta la Victoria 2.1, qui a été faite en hommage à Bolivar. L'Octopus aussi, j'aime beaucoup, elle nous a été présentée par Julien sur la chaîne d'IsaTM, et Julien en a présenté une autre, le chanceux, il en a eu deux. La Day Warrior et la Dark Warrior. L'Ellipse Mach 1, j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc tous ces modèles-là, à différents prix, plus on les regarde, plus on les aime. En tout cas, moi, faites attention, hein. Vous pouvez les détester au début, et en fait, déjà, quand vous la recevez, et que vous la voyez, vous changez tout de suite d'avis. Il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait au niveau visuel, et c'est normal, parce que c'est un objet tridimensionnel. Place à l'interview avec Federico. Alors bonsoir cher Federico, je suis ravi de te recevoir sur Chronoflexion. Bonsoir Lionel, t'es gentil, tu as accepté de présenter mes modèles et ça me fait très plaisir. Eh bien je vais te répondre à toutes tes questions et qui sont peut-être aussi les questions des gens qui regardent ta chaîne, que j'apprécie parce que j'aime beaucoup le ton que tu as. Tu as eu une approche qui était très intéressante, très différente des autres. Alors, ma première question, ça va être la suivante. À qui s'adresse cette montre, ou tes montres de manière générale? À quel type de personnalité et qu'auraient en commun les gens qui portent cette montre? En fait, je ne me suis pas adressé à un public particulier. Je me suis adressé à quelqu'un qui adore les montres, et qui a déjà pas mal de modèles, suffisamment dans certains territoires créatifs, dans les chronographes. J'adore les chronographes, ça c'est une petite passion, j'aime bien j'aime bien ça calcule, ça bouge tout seul, même si je m'en sers strictement jamais, même pour faire cuire un œuf, eh bien en fait je crois que mes montres plaisent à des gens un petit peu atypiques, intellectuels, parfois des gens plus âgés parce que ils ont connu ces formes rondes, elliptiques par le passé, donc dans les années 70. Je suis né en 62, alors oui, les années 70 j'ai connu. Ce qui m'a pas forcément, enfin ou inconsciemment poussé à faire une ellipse. Au bout d'un moment, quand on a une Omega, une Daytona, une Belleros, une Tissot, etc., bon, je parle de produits aussi, de montres à des tarifs qui sont quand même un petit peu dans l'ordre du monde normal, des gens comme moi qui ne sont pas non plus très fortunés. J'adore les montres, mais je ne peux pas me payer, je n'ai pas les moyens de ce luxe. Alors, deuxième question, qu'est-ce qui t'a inspiré ce design, en particulier celui de ce modèle, la El Caballero sin Armas? Pourquoi s'appelle-t-elle ainsi? Qu'est-ce qui m'a inspiré dans ce design? C'est venu par rapport au fait que quand j'ai pris le Concorde en 2000, c'était en 2000, ce qui m'a inspiré, c'est que c'est vrai, j'ai toujours aimé les formes, ce qu'on a appelé le streamline, l'époque de Raymond Loewy, ces formes de Cadillac, ces formes très très ergonomiques, qui sont d'ailleurs aussi dans le design du Concorde, quelque part. Eh bien, j'ai voulu travailler sur l'ellipse parce que c'est une forme à la fois qui a de la féminité, mais à la fois une extrême force. D'ailleurs, un œuf et d'une solidité sans nom, puisque vous essayez de presser un œuf du haut et du bas, sauf s'il n'a pas une fêlure dans la coque, vous ne pouvez pas le casser. C'est très très difficile, c'est voire impossible. C'est comme ça qu'on a inventé d'ailleurs la clé de voûte dans l'architecture. Le Caballero sin Armas que tu as choisi,
Eh bien, je l'ai appelé comme ça parce que c'est un relan, je dirais, de la philosophie de mon père. C'est une espèce de plaisanterie, en fait, pour dire simplement que un chevalier n'est pas avec une arme, mais il devrait être avec une rose. Et puis, mon père adorait donc Cervantes et le lisait dans le texte castellan de l'époque. Et à la maison, on avait des amis intellectuels de toute l'Amérique latine, Botero, García Márquez. On avait passé des choses qui nous ont inspirés dans le futur. Alors on passe à la troisième question. Pourquoi ce choix de couleur, en particulier dans cette Chevalier sans armes 5.2? Bon, alors le choix des couleurs, en fait, pour le chronographe Caballero, il ne sait pas si, on va dire, segmentant. J'ai fait un Caballero bleu. J'adore le bleu profond de l'océan, donc j'adore cette espèce de... Donc j'ai fait un PVD bleu, celle que tu as d'ailleurs. J'en ai fait une en acier, et puis j'en ai fait une en or. En fait, ça plus guidé par les gens autour de moi, du marketing, qui m'ont dit, bien tiens, il faudrait faire quand même un modèle en or. J'ai cédé à cette tentation. Mais les couleurs, au fond, sont gaies, vives, simples. Enfin, je veux dire, je peux pas dire que ce soit là où est l'innovation et l'avancement le plus grand. Le plus grand, c'est la forme, cette forme qui est elliptique, qui est en forme de coque de noix, enfin en forme de arche de Noé. Quatrième question. Pourquoi as-tu choisi ce type de matière pour le cadran? Matière émaillée donc. Pourquoi pas de l'aluminium ou de la laque, en fait, qui sont assez classiques dans le secteur de l'horlogerie? Alors oui, très bonne question pour le cadran. Oui, c'est vrai, j'ai choisi de le faire en émail. Je connais très bien les techniques de l'aluminium. Pratiquement toutes les techniques d'emboutissage de cadran qui existent, je les connais. J'ai travaillé avec elles dans divers domaines, la parfumerie, la cosmétique, les stylos, enfin bon. J'ai choisi en fait l'émail parce que l'émail c'est quelque chose d'assez particulier. Il y a une profondeur dans la couleur qui n'est pas facile à obtenir dans de l'aluminium et qui n'est pas la même surtout. Donc il y a une profondeur. Ensuite, il y a une solidité, c'est-à-dire qu'un cadran en émail est quasi indestructible. Enfin, il faut vraiment le passer au pilon et il survivra peut-être à la guerre atomique qu'on est en train de préparer dans ce pays, enfin en Europe, mais qui, j'espère, n'arrivera jamais. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le traitement du boîtier avec ces reflets bleus? Parce que je suis un peu étonné en fait. Le traitement de la carrure, bon, ça c'est ce qu'on appelle du PVD. C'est un système de pulvérisation sous vide qui se fait par électrolyse parfois, dans le cas de l'aluminium, par d'autres domaines, mais qui est très solide et qui est très joli parce que ça donne, voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de faire toujours que du chromé, eh bien j'ai voulu faire ce chronographe bleu que je trouve très élégant, celui que tu as pris. Je le trouve beau parce qu'il est atypique, discret, pas très visible, mais reconnaissable par sa forme. Il a beaucoup plu d'ailleurs à la presse. Dans les ventes, je pense que c'est une question de temps. Nous sommes quand même dans un rayon très très pointu d'innovation et que ça prendra du temps. Cinquième question, sachant que dans les micro-marques, on se sert beaucoup de pièces préexistantes, moi je voudrais savoir quelles sont les pièces que toi tu as designées dans cette montre. Eh bien, contrairement à beaucoup de micro-brands que je vois passer sur Quickstarter, sur Facebook et ailleurs, j'ai une différence fondamentale avec tout le monde. C'est que je ne fais pas de l'OEM, j'ai fait du ODM. Donc, c'est-à-dire que tout est dessiné. Les aiguilles sont dessinées. Je n'ai pas pris... bon, il y a le choix, hein, on peut trouver son bonheur dans les catalogues de toutes les sociétés qui font des montres en Chine. Hein. Au fond, soyons clairs, on m'a critiqué beaucoup sur mes mouvements chinois. Enfin, il faut savoir que toutes les montres que je vois dans les micro-brands, toutes les carrures et tous les assemblages sont faits en Chine. Les Chinois travaillent très bien, je le sais, j'y ai vécu 10 ans. Donc, je connais bien leur production. J'ai travaillé pour d'énormes sociétés là-bas et je dois dire que je suis très fier du résultat. C'est comme en Corée, comme en Japon. Ce sont des gens qui savent très bien travailler. Donc tout est dessiné. C'est-à-dire que le cadran, les appliques, les chiffres, enfin tout, la montre, le bracelet, la boucle, tout est dessiné.
Il n'y a rien qui a été laissé au hasard et j'ai voulu maîtriser le design Restrepo dans son ensemble. C'est ça le rôle d'un designer. Sinon, on peut très bien aller acheter une carrure, on met un cadran qui va dedans, on choisit des aiguilles, on met une couleur, après on se crée un petit logo et puis on invente une histoire. C'est pas ce que je fais. Je fais quelque chose qui est unique, voilà, différent, unique, précis. Et c'est surtout cet état d'exigence qui a fait ma différence. 6e question, comment cette montre parle-t-elle de toi? Comment cette montre parle de moi? En fait, c'est que peut-être naïvement, en lançant ce projet de montre, j'ai voulu raconter un petit peu de ma vie, de mes multiples expériences et aussi de mon travail qui est très très diversifié parce que je navigue entre le design, la création, la philosophie, la poésie, la photographie, la peinture, l'encre de Chine, la calligraphie. Bon, je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout. Je sais qu'en France, si on est plombier, on ne peut pas être en même temps chef cuisinier. Hein. On est dans un pays où on n'accepte pas tout à fait la polyvalence, le polyglottisme culturel. Et moi, je suis un polyglotte créatif. C'est comme ça. Je suis né comme ça. Parce que, en fait, au bout de 3 mois, quand j'ai fait peut-être de l'écriture, j'ai envie de faire de la photo. Et puis, quand j'ai fini de faire de la photo, j'ai envie de faire du design. Et quand j'ai fini de faire du design, je vais aller me reposer et puis aller regarder l'océan. Alors, sachant que tu as fait des études universitaires en philosophie, moi, j'aimerais savoir à quel philosophe tu aimerais offrir cette montre. J'aime beaucoup cette question. À quel philosophe je donnerais ma montre? C'est une très bonne question. Parce que j'ai navigué dans plusieurs écoles. Bon, j'ai été élevé, on va dire, dans l'école hegelienne avec les élèves de Althusser et donc les néo-marxistes ou néo-marxiens. J'ai étudié Hegel pendant peut-être pas loin de 7 ans avec monsieur Pierre Macheret. Et aujourd'hui, mon cœur balance entre le nietzschéen et peut-être l'hegelien. Mais dans le fond, je suis un humaniste. Voilà. Donc j'adresserai ma montre, en fait, à tous les humanistes qui ont existé et c'était une grande école de philosophie. Alors, dernière question qui moi, m'intéresse beaucoup de savoir. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes tes créations, hormis le secteur horloger? Alors, le dénominateur commun de toutes les créations, non, je n'en ai pas. Et pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai toujours travaillé pour des marques et je me suis effacé je dirais par rapport aux marques, dans ma perception personnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de l'ego design. Je travaille pour des marques, comme j'ai travaillé pour Cardin, Jean-Paul Gaultier, Waterman, Montblanc, Burberry, Paul Smith, Azzaro, Clarins, Lecléor, Pommery, ce que vous voulez. Eh bien, j'ai toujours essayé de travailler pour développer leur identité, leur personnalité. Aujourd'hui, je travaille sur Restrepo. Mon associé Jean-Louis Poiroux, parfois, je l'agace. Parce que c'est vrai, je passe du coq à l'âne. Moi, je suis quelqu'un qui... J'aime bien passer dans le bac à sable de la tour qu'on détruit à la piscine et au château. C'est comme ça. J'aime bien être un électron libre. C'est pour ça que j'ai aussi fait une collection qui s'appelle La Sala Victoria. Oui, j'ai été élevé avec les anards des années 70. Faut bien le dire. Merci beaucoup Federico, moi ça m'a fait super plaisir de te recevoir sur la chaîne Conoflexion. Tu reviens quand tu veux. Franchement, c'était un super plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet échange, qui était un échange asynchrone. Je vous invite vraiment à regarder les créations de Federico, à ouvrir votre esprit, à ne pas vous arrêter sur ce que les gens ont pu en dire auparavant. C'est une expérience personnelle qu'il faut faire avec ce type de création et avec ce type de créateur. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Restez bienveillants. En attendant de vous lire, moi je vais m'ouvrir cette petite pop et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. À bientôt. Ciao. Tout est dans la boîte.